Labdien! Bonjour. Pirms šī pasākuma atklāšanas es Avant l'inauguration de vēlētos cette pastāstīt manifestation, je voudrais vous parler de quelque chose de technique, comment on va s'organiser. Donc, nous aurons 3 langues, letton, français et anglais. Donc, vous pouvez choisir quelle interprétation vous voudrez. Donc, vous appuyez sur le bouton interprétation et vous choisissez la langue. Pour nous, c'est une manifestation un peu expérimentale parce que les choses techniques sont assez compliquées. Donc, si quelque chose ne va pas, vous nous faites signe et nous espérons vivement que tout va très bien. Nous enregistrons aussi ce débat et aussi on le voit dans Facebook. Je vous salue donc de la part des Providus et de l'Institut français et avec l'appui du Conseil britannique. Et nous avons le but d'informer les citoyens lettons de cette nouvelle méthode délibérative. Et nous allons vous raconter ce que c'est. Et je donne maintenant la parole à la directrice de l'Institut français, Madame Véronique Dussossois. Paldies, Iveta. Labdien! Atvainojiet, es nerunāju latviski, es runāšu angliski, non, franču valodu. Donc, bonjour à tous. En tant que conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade et aussi directrice de l'Institut français de Lettonie, je suis vraiment extrêmement honorée et heureuse d'intervenir en ouverture de l'événement qu'organise aujourd'hui le think tank Providus. Et je dirais que les discussions de ce jour porteront sur un sujet qui est vraiment brûlant et qui continue de gagner en importance et attire de plus en plus l'attention des citoyens, mais aussi des responsables politiques. En effet, et là je me permettrai de citer un des présidents français, la démocratie repose sur une certaine conception de l'homme, de sa liberté et de sa responsabilité. Pour mieux répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens, elle a besoin de respirer, de s'adapter, de se renouveler. Et elle a besoin d'une participation toujours plus active de chacune et chacun d'entre nous. Ceci était particulièrement vrai et important en temps de crise pour repousser l'apathie politique, l'indifférence, voire la défiance. Je voudrais donc remercier beaucoup Iveta Kajoka d'avoir organisé l'événement d'aujourd'hui et bien évidemment les experts français qui vont participer au débat. J'espère que je ne vais pas trop intervenir sur les paroles des autres, mais je voudrais vous présenter M. Patrick Deronzier, qui fera part de son expertise en qualité de directeur de la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante française dont la saisine est requise pour les projets à fort impact environnemental et d'aménagement du territoire. Mais également M. Antoine Vergne, qui est co-directeur de Mission Publique, agence spécialisée en participation citoyenne basée à Paris, Bonn et Bruxelles, et qui a ce jour initié ou organisé plus de 1000 dialogues citoyens dans 125 pays. Donc, merci beaucoup encore à tous pour votre participation et je vous souhaite et je nous souhaite à tous de très fructueux débats. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Tagad mēs pārējām pie semināra. Maintenant, nous allons passer à la partie instructive qui va être un peu raccourcie. Ma collègue Cynthia Tarasava-Dubkevicha va vous raconter qu'est-ce que c'est les méthodes délibératives et comment elles se diffèrent d'autres méthodes de consultation citoyenne.
Si vous voulez poser des questions, posez-les dans le chat. Et si Cynthia ne pourrait pas répondre aux questions tout de suite, elle va vous répondre après. Donc, 15 minutes pour réchauffer l'auditoire. Qu'est-ce que c'est donc les ressources délibératives? Merci beaucoup, Iveta. Je vais vous montrer donc une information sur les méthodes délibératives dans la participation citoyenne. Nous avons un matériel qui est vraiment vaste, mais un quart d'heure, ce n'est pas vraiment suffisant pour vous raconter tout ce que je voudrais, mais tout d'abord, on va poser la question, qu'est-ce que c'est les méthodes délibératives? Qu'est-ce que nous voulons savoir? Donc, c'est un format hybride, si on peut les caractériser, quand on parle des consultations et des recherches. Nous impliquons la population, les citoyens dans un processus pour trouver donc la résolution des problèmes assez compliqués. Et nous invitons quelqu'un, par exemple, un citoyen, pour qu'il puisse participer à un débat, comment résoudre les problèmes, comment traiter les questions stratégiques. Nous élargissons la démocratie de la façon représentative. Nous invitons les citoyens, le milieu qui jusqu'à présent n'a pas pu être impliqué de la façon si active. Donc, on ne parle pas d'un petit groupe de citoyens, mais d'un groupe assez large de citoyens, et c'est ça qui est un défi, et c'est une résolution très intéressante. Je ne voudrais pas parler de la façon très abstraite, donc on regroupe de la façon très active, très technique, donc vous pouvez informer les citoyens avec les processus de représentation du OECD. Par exemple, recommandations des citoyens sur les questions de la politique d'action. Après, les opinions des citoyens sur les questions de la politique d'action. Troisièmement, sont les enquêtes délibératives. Donc, nous savons ce que les citoyens pensent. C'est-à-dire, après, nous pouvons savoir les idées et est-ce que ces idées des citoyens changent ou pas. Si on parle à long terme, donc on parle des processus vastes, très larges, donnant une possibilité à long terme pour les citoyens de donner leur opinion. C'est donc une illustration comment on peut agir employant les méthodes délibératives. Par exemple, donc, si on parle de la façon abstraite, c'est très bien, mais il faut des exemples pour comprendre mieux. Tout d'abord, nous pouvons employer les assemblées des citoyens. Par exemple, comment les assemblées des citoyens peuvent peut-être pas résoudre, mais débattre les questions très importantes de la société impliquant une large partie de cette société. Nous allons après entendre le point de vue d'Irlande sur quelques questions qui sont importantes et où l'implication des citoyens a été importante. Donc, nous pouvons discuter certains problèmes, certaines questions, et c'est très typique pour toutes les méthodes délibératives. En même temps, nous avons à la fin un résultat, ce qui est très important. Par exemple, des conférences de consensus
format de conférence pour avoir un consensus. C'est une plateforme beaucoup plus large et donc influence beaucoup plus l'opinion publique. Mais ce sont des exemples très courts pour comprendre mieux. Qu'est-ce que c'est les cellules de planification? Ce n'est pas les cellules des abeilles. C'est une méthode très réfléchie quand vous avez des petits groupes de personnes qui débattent, dialoguent sur les questions importantes, sur la législation, par exemple. Après, il y a aussi un modèle très intéressant délibératif, par exemple un G1000, où c'est un très grand format où 1000 personnes peuvent être appliquées au plus pour, durant une semaine, débattre les questions très importantes de l'avenir. Et aussi d'autres formats dont je ne vais pas parler maintenant, mais ce qui est le plus important, c'est impliquer les gens, les citoyens, pour débattre les questions importantes qui répondent aux intérêts de toute la société et pas seulement les personnes qui dialoguent de la façon traditionnelle. Donc, nous essayons d'impliquer les citoyens qui, normalement, ne participent pas au débat des questions importantes pour l'avenir du pays ou des pays de l'Europe dans le monde. Donc, ils peuvent donner leur point de vue, leur avis. Ensemble, on peut trouver peut-être des solutions de compromis. Je crois qu'il est très important de dire qu'est-ce que c'est un processus délibératif qui est bien. Donc, ce sont les critères pour une bonne processus délibératif. Tout d'abord, c'est implication de la population. Trouver des micro-groupes de personnes, des citoyens de 30 à 100 à 1000 personnes, impliquant aussi des sociologues, d'autres spécialistes qui peuvent modeler comment ce groupe de citoyens répond au dialogue, débat, les questions importantes et de savoir quelle est l'opinion publique. Deuxièmement, il faut être honnête à l'égard des participants. Troisièmement, nous devons donner l'information nécessaire à tous les participants, information significative pour comprendre bien l'information, pour pouvoir dialoguer et débattre sur ces questions. Après, il faut être transparent, il faut être responsable et organiser ces manifestations de façon très responsable, honnêtement répondre aux craintes de la population. Cinquièmement, c'est de pouvoir apprendre de ces processus, savoir mieux sur les choses dont on n'a pas pensé avant. Qu'est-ce que nous pouvons faire réellement avec les ressources que nous avons? Surtout quand on parle à l'échelle d'État avec où les gestionnaires, l'administration d'État est impliquée. Et à mon avis, c'est vraiment une méthode très avancée. Évidemment, il faut organiser ces manifestations de la façon indépendante et atteindre les objectifs, les buts objectifs. Il faut comprendre ce que nous voulons, où nous voulons arriver par là. Et le dernier, c'est l'efficacité de ces manifestations. Donc, tout cet exemple dont je vous ai parlé, c'est l'ensemble du processus délibératif
parce il est très important d'organiser de la façon vraiment très positive ces manifestations. Le dernier temps, nous attendons beaucoup pourquoi on parle aujourd'hui des méthodes délibératives. Nous devons analyser 5 facteurs différents dans le monde. Tout d'abord, des facteurs techniques. Nous voyons que la globalisation augmente, l'inégalité augmente, les gens ne sont pas sûrs de leur avenir et peut-être pour cela, surtout, il faut savoir impliquer les citoyens pour débattre les problèmes. Qu'est-ce que nous devrions faire, qu'est-ce que nous devrions trouver pour impliquer la population de façon vraiment très large? J'ai déjà parlé de la globalisation, mais aussi il faut croire aux institutions, aux administrations, et cette croyance de la population diminue chaque jour. Et nous devons donner à la population, aux citoyens, les possibilités d'être impliqués dans les processus. Le suffrage universel, une fois dans le 4 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut que les citoyens comprennent qu'ils sont importants, qu'ils peuvent influencer les processus. Troisièmement, c'est la culture, la polarisation des citoyens comme tels. Et quand nous voyons les gens ne sont pas unis, il y a un désaccord entre les citoyens. Il faut trouver les mécanismes, les outils pour donc refléter les opinions de tous les citoyens. Nous ne savons pas encore faire le possible pour que la société est unie. Comme ça, vous pouvez faire dans un groupe, débattre les gens de différentes régions. Par exemple, une dame de la région frontalière, quelqu'un qui est au centre. Comment faire la transformation des choses pour que les gens peuvent donc être impliqués dans le processus. Tout d'abord aussi, ce sont les facteurs du milieu, de l'environnement. Dans la période anthropocène dont nous habitons maintenant, influence beaucoup les changements dans la nature. Et donc, ces 5 facteurs dont je vous ai parlé, peut-être nous démontre pourquoi il faut impliquer les citoyens dans tous ces processus. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme résultat de tous ces processus délibératifs? Nous devons répondre aux questions que nous avons. Nous pouvons améliorer la politique d'action. Nous pouvons avoir les réponses beaucoup plus appropriées en profondeur et les gens peuvent avoir les réponses à leurs questions. Deuxièmement, quand nous élaborons les idées, les choses deviennent plus claires pour nous-mêmes, pour chacun personnellement et pour tous ensemble. Et nous pouvons débattre les questions, peut-être arriver à une légitimité beaucoup plus profonde. Puis les gens doivent croire à la politique de leur pays. En ce moment, avec le virus que nous vivons tous, nous comprenons qu'il faut être unis, qu'il faut comprendre le problème.
Quatrièmement, nous pouvons avoir plus de l'estime parce que la société est très différente. Parfois, il y a plusieurs groupes de la société avec lesquels nous communiquons. Nous pouvons faire débattre ces différents groupes de citoyens qui, normalement, dans la vie quotidienne, ne se voient pas, ne se parlent pas. Cinquièmement, nous travaillons dans un modèle très représentatif, pas seulement les députés, mais aussi la société, parce que la société voudrait donner des recommandations délibératives 100 ou 1000 personnes. Leur opinion est importante. Sixièmement, ça diminue les risques de corruption parce que le processus devient plus clair, plus ouvert. Donc, les risques de corruption se diminuent parce que l'ouverture fait le possible pour cela. Et septièmement, je voudrais en souligner le plus, nous devons créer les possibilités d'unir les citoyens avec le but de démontrer que nous ne sommes pas à tel point polarisés que nous le pensons. Et peut-être quels sont les cas quand les processus délibératifs ne sont pas bien impliqués. Tout d'abord, les problèmes qui sont urgents, parce que les méthodes délibératives demandent beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Si les questions à entretenir sont d'urgence, ça ne va pas avec les méthodes délibératives. Nous ne devons pas impliquer les personnes théorétiques. Puis les questions de la sécurité nationale. Les questions binaires, parce que dans ce cas, nous n'aurons que deux réponses opposées. Et la question d'implication des nous devons réfléchir comment s'organiser pour arriver à un résultat voulu. À la fin, je voudrais vous souhaiter un très bon Noël. Cette présentation en collaboration avec OECD est très importante à mon avis et je crois que vous en pouvez trouver beaucoup plus sur l'Internet. Iveta, merci, j'ai terminé. Merci Cynthia pour cette présentation intéressante. Tu as dit tout ce qu'il y a de plus important dans ces méthodes délibératives. Je vois déjà dans le chat qu'il y a déjà des questions sur ta présentation qu'on pourrait débattre dans nos débats après ou dans le chat où vous pourriez avoir des réponses provisoires. Comme nous avons un peu en retard, je vous propose de passer à la discussion, à un débat. Donc, je commence à parler anglais et nous aurons cette discussion en anglais et en français. C'est pourquoi l'interprétation, là où c'est écrit interprétation, vous devez trouver l'interprétation de la langue pour le letton qui va être traduit pour vous. Donc, j'espère que vous le faites, que vous les avez fait.
Donc, cette partie de la discussion va être faite en deux langues, en français et en anglais. Et donc, chers participants, si vous pensez que vous voulez bénéficier dans le langage dans lequel vous êtes le plus confortable et qui vous paraît le plus compréhensible, n'hésitez pas à cliquer sur le webinaire Zoom qui est complètement en dessous sur l'icône interprétation et vous allez pouvoir sélectionner l'anglais ou le français en tant que langue d'interprétation. Les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que pour ce panel en particulier, chacun d'entre nous peut comprendre l'un des deux langues, donc ils peuvent bien choisir, n'importe qui peut choisir la langue qui est nous pouvons avoir des problèmes techniques et comme ça, on va me comprendre facilement. Maintenant, je vois que nous avons 3 orateurs qui intervenants, nos interprètes, tout le monde est présent. Tout d'abord, je voudrais vous présenter nos intervenants. La première intervenante, c'est Lorena Kavanaga, représentante de l'Assemblée. Elle va nous parler de l'expérience irlandaise et comment nous pouvons faire des changements dans la vie de notre société grâce au référendum et d'autres initiatives. Nous avons aussi un expert qui va nous parler des questions organisationnelles, logistiques et comment nous pouvons choisir ces méthodes pour organiser la vie de nos citoyens. Merci, Lorena. À vous la parole. Voici ma présentation. Bonjour à tous. Démocratie délibérative en Irlande. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné la possibilité de vous parler de l'expérience irlandaise. Nous allons commencer par un peu d'histoire. Tout d'abord, nous allons parler de la Convention constitutionnelle qui a été fondée en 2013 et qui a travaillé, fonctionné avec succès pendant 2 ans. Après, nous avons fondé une assemblée de citoyens en 2016 et finalement, en 2020, nous avons créé l'Assemblée de citoyens sur l'égalité de genre. Tous ces 3 organes sont des institutions séparées, individuelles, indépendantes et ont leur secrétariat à elles. Tout d'abord, nous avons eu un programme de gouvernement, l'engagement de notre gouvernement sur l'Assemblée des citoyens pour discuter les questions sur l'organisation constitutionnelle de notre société. Le gouvernement a opté pour les valeurs. Ces 3 résolutions ont fait preuve de la volonté du gouvernement, de la bonne volonté toutes ces 3 résolutions ont été votées et approuvées. Tout d'abord, nous allons parler de y compris 66 citoyens représentants de la société irlandaise et 33 parlementaires et un président. Nous avons discuté 10 questions, 10 problèmes. Tout d'abord, de caractère constitutionnel et ont approuvé 38 recommandations.
3 questions débattues. Tout d'abord, la loi sur le blasphème, droit de vote des citoyens irlandais vivant à l'étranger, puis mariage pour tous, abaissement de l'âge de vote. Après, nous allons parler de l'Assemblée de citoyens qui comprend 99 citoyens choisis au aussi la société irlandaise, y compris l'âge, le sexe, le niveau social et la région, y compris un président. 5 questions ont été considérées au sein de l'Assemblée, y compris sur les changements climatiques et l'abortion. Sur l'abortion et le refus constitutionnel de cette question. 66%, plus de 66% ont voté en faveur de cette proposition. And this very closely mirrored the votes by the Assembly, where 64% of the members it really showed that the sample of 100 citizens did actually quite mirror, or certainly was a good representation of what the general population. Donc, c'était justement une représentation intéressante de la population, où nous avons justement pu trouver un résultat de référendum de 66,4% qui ont tous voté pour l'élimination, et donc dont 64% de l'Assemblée des citoyens, des membres de l'Assemblée des citoyens, ont voté en faveur pour ceci. Donc, ceci a mené bien sûr des changements constitutionnels pour ces problématiques-là. Il y a aussi quelque chose qui est en rapport avec l'Assemblée des citoyens en termes d'équité genre. Ici, il y a eu environ 99 citoyens qui ont été sélectionnés de manière aléatoire pour justement arriver à une assemblée. Donc, dans la résolution ici, nous avons pu atteindre de ce qu'on appelle le Orange Task en juillet 2019, où nous avons pu discuter les sujets suivants. Tout d'abord, le leadership, la prise en charge des personnes âgées et des enfants, les paiements et aussi le travail en chaîne. Donc, la structure de nos rencontres était telle que suit. Tout d'abord, il y a eu un ensemble de présentations factuelles par des experts. Ensuite, il y a eu des présentations qui ont été mises en place de la part d'un groupe de plaidoyer et aussi des témoignages personnels qui ont partagé leurs histoires, leurs histoires personnelles aussi. Et ensuite, les présentations ont été suivies de discussions autour d'une table qui ont permis aux différents participants de partager leurs opinions et leurs perspectives. Comme vous le voyez ici, voici une photo de notre rencontre en 2020 et nos membres ont été divisés en plusieurs groupes et chaque table avait un facilitateur et une personne qui prenait des notes. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces rencontres-là étaient participatives. En fait, avant de pouvoir commencer, avant de lancer ce processus-là de consultation publique, nous avons travaillé sur une analyse de réponses académiques. Nous avons aussi fait appel à des académiciens pour analyser ces données-là. Nous avons aussi organisé un groupe de conseil composé d'experts en termes d'équité genre et en termes de support en démocratie. Et donc, nous avons choisi un ensemble de panélistes et de conférenciers qui ont développé des programmes spécifiques pour ceci. Nous avons aussi un groupe qui est principalement dédié à la direction et au pilotage pour travailler sur les problématiques générales.
Et nous avons aussi engagé des chercheurs pour analyser la qualité de l'Assemblée, mais de manière vraiment délibérée et intentionnelle. Nous avons justement organisé 2 rencontres clairement ici et d'autres qui ont été organisées suite à la pandémie du Covid-19. Donc, il fallait qu'on puisse mettre en place une distinction pour justement comprendre comment est-ce qu'on peut aller en ligne et travailler tous ensemble. Nous avons demandé spécialement. La majorité des membres ont tous voté pour travailler en ligne. Et donc, on parle de 84%. Et là, notre propre préparation, notre consultation et aussi notre formation, nous avions des participants de plusieurs pays, incluant l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande. Nous avons parlé du format des rencontres, donc le fait de pouvoir organiser des rencontres plus courtes. Nous devions aussi préparer nos membres à pouvoir faire carrément cette transition vers les rencontres en ligne en essayant de travailler sur le pré-enregistrement. Il y a un ensemble d'experts, de plaidoyers et d'expériences personnelles. Et on a eu la majorité des rencontres qui ont été surtout où on a passé plus de temps à faire de délibération. Donc, justement, ces rencontres-là qui étaient faites en ligne étaient beaucoup plus difficiles que les rencontres en personne. Et nous avons demandé à plusieurs panélistes nous avons décidé de le faire chaque samedi. Et donc, il fallait les sessions de l'après-midi et d'essayer de maximiser les discussions et le temps de toutes les présentations qui ont été pré-enregistrées pour partager ces expériences-là et les envoyer en avance à tous les membres participants. On a essayé de faire en sorte que ces rencontres-là soient beaucoup plus courtes que les présentations. Donc, encore une fois, nous sommes où il y a eu bien sûr une rencontre en ligne. Donc, dans cette assemblée-là, il y a eu 7 rencontres qui ont été organisées en ligne entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'avril 2021. Nous avions eu aussi des rencontres optionnelles où nous nous sommes mis d'accord sur la réflexion et les processus aussi. Donc, pour le résultat de l'Assemblée, le rapport final a pu nous mettre en place environ 45 recommandations, incluant un changement constitutionnel qui a été soumis directement au bureau le 2 juin 2021. En plus de ceci, nous avons eu un comité pour the House of Orange Trust et qui a considéré toutes ces recommandations-là et le gouvernement s'est engagé alors à répondre à ces recommandations. Si vous êtes intéressé à connaître beaucoup plus sur ce sujet, n'hésitez pas à visiter notre site web. Nous avons un rapport final de recommandations qui est disponible sur notre site web. Il y a aussi une vidéo très intéressante dans notre page web et je vous encourage vivement à la consulter parce qu'il y a un partage d'expérience qui est très intéressant et où ils vont discuter justement de leur séjour et aussi d'un ensemble d'aspirations futures. Merci beaucoup, Lorraine, pour votre présentation. C'était une présentation de vous directement et on essaie de revoir un peu ce qui se passe. Nous pouvons clairement comprendre qu'il y a beaucoup de questions
Et une question que j'aimerais vous adresser plus spécifiquement, c'est qu'il y a plusieurs participants qui ont exprimé que le fait de pouvoir sélectionner des citoyens de manière aléatoire ont démontré un certain intérêt pour le sujet de discussion, et si les recommandations qui ont pu ramener ont vraiment eu du sens clair et émis par des citoyens choisis de manière aléatoire, des citoyens qui sont réguliers, qui n'ont pas vraiment suffisamment de savoir sur un sujet particulier. Comment pourriez-vous répondre à ça? La première question en rapport avec le fait de pouvoir travailler sur l'intérêt des citoyens, c'est que nous étions très intéressés par le fait que ces citoyens-là étaient très engagés, étaient très intéressés aussi, et ils nous ont très intéressés, ils nous ont suivis tout au long du cycle de chambre. Nous avons vu une liste de sujets pour une assemblée de citoyens qui les considéraient en tant que père, et que ce soit des enfants, des grands-parents ou des jeunes et des adolescents. Donc, ils vont toujours parler de leur perspective, de la situation dans laquelle ils sont. Et donc, c'est toujours très pertinent par rapport à leur vie, et ça engage généralement. On n'était pas vraiment, c'était pas très requis pour les participants citoyens de pouvoir aller en profondeur dans un sujet particulier, sachant qu'ils ont fait de savoir là-dessus. Mais nous avions un conseil d'experts qui a mis en place un guide, un processus de guide et de direction pour partager tout type de manière de travailler sur ces détails-là et ces perspectives-là. Donc, c'était en effet un moyen de pouvoir travailler sur ces problématiques et des erreurs qui étaient spontanées. Ensuite, il y a eu un groupe qui s'appelle, par exemple, on avait aussi un groupe qui était spécifiquement dédié à ce qu'on appelle l'autorégulation ou l'autoréglementation. Donc, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité de vos citoyens de voir de manière très pratique les problématiques diverses, parce que c'est vrai qu'il est important d'avoir l'opinion d'un expert, mais la perspective des citoyens est aussi inhérente que celle des experts, parce qu'ils sont ce sont eux qui sont là assez souvent et qui vivent leur vie. Donc, je pense que pour l'audience, il n'y a pas d'expérience par rapport à organiser des événements comme ceci, mais nous aimions juste qu'on a plus d'avantages. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience irlandaise. Maintenant, nous allons procéder de Lorraine à Antoine. Antoine est le co-directeur de mission publique en France. Son organisation délibéré, et actuellement la mission publique est une des co-organisateurs de discussions publiques, une des plus grandes discussions publiques qui ont pris place dans l'Union européenne, sachant que l'Union européenne doit faire face à une diversité de langues, de plus de 23 langues disponibles. Donc, c'est vrai que ça a été très problématique de pouvoir travailler sur européen, où on parle de plusieurs langues, plusieurs cultures à travers l'Union européenne avec des recommandations diverses. Donc, peut-être que vous pouvez nous dire de manière très brève, et surtout à ces participants-là qui veulent organiser des événements de manière délibérée, comment vous avez pu organiser vos événements, votre expérience par rapport à ceci, de le faire que ce soit en France ou bien sûr à l'international aussi. Vous pouvez parler en français aussi parce que c'est simultané. Merci Iveta. Merci de l'invitation. Donc je suis très content d'être avec vous. C'est une de mes passions, c'est de partager.
ce qu'on essaye de faire. Donc, je suis très content. Et pour aujourd'hui, je me suis dit, je vais partager avec vous les leçons que j'ai apprises depuis 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai commencé en 2001, mon parcours. Depuis, je n'ai pas arrêté d'apprendre. Donc, j'apprends tous les jours. On continue à apprendre. Je veux partager avec vous quelques leçons. Et je voudrais aussi essayer de poser quelques questions pour ce qui arrive, pour l'avenir. Donc, sur ce que j'ai appris. C'est que ça marche. Donc, je travaille à Mission Publique depuis une dizaine d'années. Avant ça, j'ai fait une thèse sur le tirage au sort en question de est-ce que des citoyens et citoyennes tirés au sort peuvent rentrer dans un processus de décision qui fait du sens. Et je peux vous dire que ça marche. Alors, je vais répondre du coup tout de suite à la question qui a été posée dans le chat sur comment ça se fait que ça marche, pourquoi ça marche. Et du coup, là, je viens d'écrire pourquoi ça marche. Alors, ça marche parce que c'est une espèce d'alchimie. On met dans un cadre plein d'ingrédients très, très intéressants. Le premier, c'est la diversité cognitive. C'est qu'on sait que quand on met 10 personnes dans une salle qui ont tous et toutes fait, par exemple, la même université ou qui sont allés à la même école, eh bien, ils ont moins de diversité dans leurs opinions et dans leur vision que des gens qui sont très, très différents, qui viennent de lieux très différents. C'est des fois ce qu'on appelle des foules qui fait que, de manière probabilistique, quand on prend la moyenne des opinions d'un grand nombre de gens, ben on tombe plus près de la vérité que quand on interroge un petit cercle d'experts. C'est très connu, par exemple, le test le plus connu, c'est vous demander à des gens de peser un panier dans une foire, et vous savez, chacun peut dire ce panier pèse 30 kilos, et la personne qui est le plus près le gagne. Et on s'est rendu compte quasiment toujours sur le poids exact du panier. Donc ça, c'est l'intelligence des foules. Et c'est ça qu'on active. Quand on va tirer au sort des gens, on met des gens très, très divers. Donc on a cette diversité cognitive. Il y a une autre chose très importante, c'est qu'on leur donne le luxe du temps. Pourquoi? Parce que si on a un groupe de citoyens et citoyennes, ils ne sont pas tenus à un mandat. Ils n'ont pas besoin d'être réélus. Alors que les décideurs et ils arrivent en fin de mandat à avoir eu des résultats pour le mandat suivant, puisque c'est leur métier pour la plupart. Et les citoyens dans des groupes délibératifs n'ont pas cette limitation. Ils peuvent avoir un objectif ou une vision beaucoup plus de long terme. Ensuite, ils sont exposés à un processus de connaissance et d'apprentissage très, très, très concentré. Je rencontre souvent des experts et des expertes qui font des témoignages dans ces forums. Et les citoyennes, en 3 jours, 4 jours, ils reçoivent autant d'informations que moi, j'ai pu en lire dans mes 4-5 dernières années d'échanges avec mes pairs. Donc, il y a un système dans lequel on les expose de manière quasiment artificielle, mais à plein d'opinions différentes, plein de savoirs concentrés. Et ça, c'est aussi un luxe que n'ont pas les gens normalement. Ensuite, l'ingrédient suivant, c'est qu'on les met dans un processus dans lequel on leur... Donc, ça permet en gros de se reconnecter à ce que est la politique dans son sens premier, c'est-à-dire le processus de distribution de biens rares. Et donc, on les met dans ce cadre et ça donne des résultats assez géniaux. Donc ça, c'est pour vous dire que ça marche. La deuxième chose que j'ai appris dans ces années, c'est qu'on peut mettre à l'échelle. Donc, ce n'est pas limité au démocratie délibérative, c'était très bien au niveau communal ou au niveau des villes, mais que c'était compliqué
au niveau national ou même au niveau international. On a prouvé que ce n'est pas le cas, et donc Iveta disait que justement en ce moment on fait un projet au niveau de l'Union européenne avec 800 citoyens et citoyennes tirés des 24 pays membres dans 24 langues sur des recommandations sur l'avenir de l'Europe. Et ça marche très bien. Alors, il y a au niveau des langues, au niveau de... Enfin bon, c'est complexe, mais ça marche. Le processus marche. On a même fait à Mission Publique, entre 2017 et 2020, par exemple, un dialogue citoyen mondial dans 80 pays du monde sur l'avenir d'Internet, avec des questions, par exemple, sur l'utilisation des données ou l'intelligence artificielle. Et ça marche aussi. Donc, ce n'est pas tellement une question d'échelle à laquelle on le met. C'est une question de quelles sont les bonnes méthodes. C'est que, finalement, la démocratie délibérative, ça demande de suivre des critères de qualité. Il faut se mettre en tête quels sont les critères de qualité pour un processus. Et ça, c'est un peu à l'inverse de ces effets de mode. Parce que on a vu dans les années 90, il y avait un modèle à la mode, c'était les jurys citoyens. Et puis après, dans les années 2000, on a eu un modèle à la mode qui était les budgets participatifs citoyens. Et maintenant, on a les assemblées citoyennes. Mais ce qui est plus important que ces modes, alors les modes, elles aident parce qu'elles permettent de faire avancer la connaissance et la diffusion des modèles. Mais je trouve que c'est beaucoup plus important de se poser la question inverse. C'est pas qu'est-ce que je vais employer comme méthode, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une délibération aujourd'hui. Moi, en tant que décideur, décideuse, moi, en tant que personne qui prend des décisions, et ce n'est pas forcément que des députés, que des personnes dans l'administration, ça peut être aussi dans la société civile, ça peut être dans le monde du privé. Si on prend Internet, j'en parlais avant, aujourd'hui, on a des acteurs, notamment privés, on peut les citer comme Facebook ou Google, prennent des décisions qui impactent quasiment l'ensemble des citoyens et citoyennes. Donc aujourd'hui, pour moi, la question, c'est quand je suis décideur, décideuse, pour prendre une décision. Et là, on peut commencer à discuter, et là, ça fait du sens. Quels sont les critères? Pour moi, les critères importants. Le premier, si on veut un processus réussi, c'est l'inclusion. C'est-à-dire comment on s'assure que justement, on va aller chercher des citoyens et citoyennes qui n'ont pas l'habitude de prendre part à la discussion politique. Et là, le tirage au sort, c'est la meilleure solution. On ne fait pas mieux parce que c'est comme ça qu'on va chercher des gens qui ne se seraient pas intéressés au problème. Mais l'inclusion, c'est aussi entendre et écouter des opinions très divergentes sur le sujet. C'est donc un moment quand on va avoir des apports de parties prenantes, d'experts, d'expertes, qui vont donner des vues très différentes. On avait par exemple fait, il y a 3 ans, un processus sur la vaccination en France avec le ministère de la Santé sur est-ce qu'en France, la vaccination devrait devenir obligatoire pour certaines maladies. Et donc là, très important pour nous, c'était d'avoir des groupes de la société civile ou des voix qui disaient non, il ne faut pas de vaccination obligatoire. Très important, c'est vraiment comme ça qu'on donne la qualité à un processus. Donc ça, c'est l'inclusion des gens et l'inclusion des points de vue. 2, c'est la pertinence. C'est ce que je disais avant. C'est qu'il faut que j'emploie un modèle qui est adapté à mon besoin. Ce n'est pas la peine de faire une assemblée citoyenne pour tout et n'importe quoi. Par contre, si on a parce qu'il y a un blocage dans le système politique traditionnel, donc c'est typiquement ce qu'on avait sur l'Assemblée citoyenne en Irlande, c'est un point de blocage politique. Alors là, un modèle comme l'Assemblée citoyenne, ça aide énormément, ça débloque beaucoup de choses. Donc c'est la pertinence. Ensuite, il y a un 3e critère, c'est la délibération. C'est le cœur même de la machine, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer par une espèce de moment d'information de ce qui est dans le groupe, aussi une information qu'il faut apporter
de l'extérieur sur les sujets. Évidemment, puisqu'on disait avant, les gens n'ont pas forcément une idée. Donc, si on parle de climat, il faudra une expertise sur le climat pour apporter de l'information. Une fois qu'on a ce moment d'information et que les participants sont informés, on peut passer à un moment de dialogue, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les différentes positions et comment elles ont un endroit qui est commun. Donc, je ne sais pas trop comment on dit en français, bizarrement, mais cet espace commun qui permet ensuite de trouver des décisions. Et donc, ça, c'est le moment final de la délibération. C'est un moment d'agrégation qui permet de faire des propositions. Donc, ça, c'est la délibération. Et enfin, le dernier critère, c'est l'équité, c'est-à-dire le fait qu'on doit avoir un processus transparent et notamment, très, très important, c'est quelle est la gouvernance de ces modèles délibératifs. Et là, l'expérience de mon côté, c'est qu'il faut un modèle de gouvernance dans lequel l'ensemble des parties prenantes sont inclus. Parce que ça permet ensuite d'avoir quand les recommandations arrivent, à tous les acteurs d'avoir été engagés dans la gouvernance, dans la préparation du modèle délibératif, et du coup, ça donne plus de légitimité au produit qui en sort. Voilà, donc ça, c'est pour mes apprentissages. Je ne sais pas, Iveta, j'ai combien de... OK, 2 minutes. Donc, l'avenir. Qu'est-ce que je vois pour l'avenir? Je vois que ce qui est très important, c'est d'avoir une infrastructure. Et l'infrastructure, on y est presque, on a commencé, mais on n'y est pas tout à fait. Par exemple, quelque chose de très important, c'est est-ce qu'il existe un registre des habitants en Lettonie? Il n'y en a pas en France, et du coup, c'est très compliqué en France de faire du tirage au sort. Il y en a un en Allemagne, c'est plus facile. Donc ça, c'est une question d'infrastructure. Alors, je laisse M. Desronziers parler de l'infrastructure institutionnelle en France, puisqu'on a la chance en France quand même que ça se développe beaucoup ces dernières années et que la CNDP joue là un rôle phare et moteur. Mais on n'a pas dans tous les pays ces institutions qui sont le lieu finalement pour accueillir les processus délibératifs. Donc ça, l'institution, c'est très important. Ensuite, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de nouveaux outils. On a besoin notamment, je pense, on fait une assemblée délibérative sans intégrer le système vivant, on manque quelque chose. Et ça, c'est vrai aussi quand on parle en termes d'horizon temporel. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi dans les processus délibératifs, c'est penser à la 7e génération. Donc, vous connaissez peut-être cette vision qui est issue notamment de l'Inde, c'est quand on fait une action, de penser qu'est-ce qui se passe dans cette génération de moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Que les processus délibératifs sont un endroit où il faudrait le remettre. Et dernier point, je pense qu'on a besoin d'une culture de la délibération. Donc, on y va lentement mais sûrement. Mais je pense que finalement, ce sera qui, au final, fera la différence. Pourquoi je dis culture? C'est autant, pour moi, c'est quasiment plus important que l'institutionnalisation, enfin, en tout cas, tout aussi important. C'est qu'en tant que décideur, décideuse, j'ai le réflexe de me dire un rapport d'expertise, petit b peut-être un sondage d'opinion, petit c, une délibération. Et je sais que dans certains cas, je peux recourir à ces modèles. Et quand on sera à ce niveau-là, je pense qu'on aura atteint une nouvelle étape. Et vous comprenez que je suis très fan de ça, je suis un fervent supporter de ça. Et donc, je pense que c'est une bonne chose d'en faire plus parce que ça aide à la décision publique, ça aide à prendre de meilleures décisions et c'est un outil vraiment d'aide à la décision assez fantastique. Voilà, j'arrête là. Thank you, Antoine. Encore une fois, et juste pour récapituler, je pense que vous avez fait un travail fantastique à Mission Publique où vous avez environ 24 langues différentes. Je pense que c'est très intéressant et c'est quand même assez difficile à faire. Nous avons aussi un ministre, quelqu'un qui nous provient du ministère de l'Éducation, qui fait partie du Parlement, qui nous pose une question par
de citoyens et d'événements délibérés. Donc, elle vous demande si ce n'est pas problématique et si les sociétés différentes peuvent comprendre les raisons derrière ceci. Donc, il est très important de parler de l'intérêt public et ceci est un problème très important. Je pense que c'est un débat qui n'est pas tranché et il y a deux écoles sur la tradition de l'obol. L'obol, c'était cette pièce qu'on donnait aux paysans athéniens pour une journée de participation à l'Assemblée du peuple à Athènes. Et donc, c'était que les gens devaient partir de leur champ, ils ne travaillaient pas leur champ pendant une journée et ils étaient dédommagés. Et c'est cette idée qu'on a poursuivie, qu'on a aussi pour beaucoup de parlementaires. Les parlementaires reçoivent un salaire public pour le travail qu'ils font pour la communauté et pour, ou en tout cas cette vision dit c'est normal qu'on soit dédommagé pour le travail qu'on fait pour la collectivité, pour l'ensemble des citoyens. Et puis il y a l'autre vision qui est plutôt la vision de la bourgeoisie éclairée du 19e siècle, qui dit l'engagement citoyen, c'est quelque chose qu'on fait volontairement, c'est quelque chose pour lequel on a envie de participer au bien de la cité, et donc il n'y a pas de raison qu'on ait un dédommagement. Donc ça, c'est les deux écoles. On atteint les gens et les couches sociales les plus défavorisées beaucoup mieux, mais aussi, et c'est ça qui est drôle, les plus riches et les plus aisés. Et pourquoi? C'est parce que les classes moyennes, elles viennent dans les processus, mais les pauvres viennent beaucoup moins et ils sont attirés par un dédommagement, et les riches considèrent que c'est une bonne manière de dédommager leur temps important. Et donc, on sait dans la réalité la diversité du groupe qu'on va avoir. Donc, de manière instrumentale et de manière pratique, nous, on aime beaucoup le faire. Okay, thank you so much for those very useful recommendations. Merci beaucoup pour ces recommandations-là. Donc, il faut prendre en compte que pour organiser cet événement-là, en particulier, les problèmes ne sont pas encore très important de penser à ceci, de penser au conseil pour que ce soit beaucoup plus représentatif de la population qui vont participer dans l'organisation d'événements délibérés. Pour le ministère de la Santé, de rémunérer justement des participants et peut-être que c'est le seul moyen de le faire en termes de représentation. Donc, on va essayer maintenant de passer directement au dernier participant et je suis très contente de pouvoir souhaiter le débat public en France qui fait justement une institution qui n'existe pas dans n'importe quel autre pays et ça a déjà été mentionné par Antoine par rapport à l'organisation et aussi par rapport à justement pouvoir aider à l'organisation de l'infrastructure d'un projet gigantesque dans l'organisation en France. Donc, Joanne, tout d'abord, j'aimerais commencer par te demander la question suivante. Quelle est la raison à travailler avec une commission particulière? Pourquoi ça existe? Quelle est sa mission principale? Donc, la parole est à vous. Vous pouvez partager votre présentation avec nous aussi. Vous pouvez aussi poser vos questions sur Zoom. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Iveta. Bonjour à tous. Je suis ravi et très honoré de participer au débat. Merci beaucoup aux organisateurs. Donc, effectivement, je travaille à la Commission nationale du débat public, qui a quand même quelques équivalents et puis, l'Italie, la République toscane, etc., vient de prendre des mesures pour renforcer la création d'une commission un peu similaire. Mais
c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où une telle structure existe. Donc, en fait, pour répondre à votre question, Iveta, la commission est née il y a 25 ans. Elle est née, en fait, dans un esprit de libre initiative des citoyens qui s'opposaient à un grand projet d'infrastructure de transport par voie ferrée, c'était le TGV entre tout organisé pour questionner les autorités, voilà, en toute transparence. Et donc, c'est un petit peu dans cet héritage-là que la Commission nationale a été créée, mais c'est vrai que c'est maintenant, enfin, c'est depuis l'origine, c'est une instance quand même administrative qui appartient à l'État et qui quand même a conservé ce rôle d'indépendance et qui a pour vocation donc à garantir le droit d'information et de participation des citoyens dans le domaine de l'environnement. Si vous le permettez, du coup, je vais présenter quelques slides. Voit d'où je parle, ça répondra un peu plus précisément à votre question, d'où je parle, et puis ça va éclairer aussi les retours d'expérience que je ferai sur la question des mini-publics et des assemblées délibératives. Donc voilà, je vais partager, je ne sais pas si... alors. We see the presentation very well. Ok, ça marche toujours. Là, j'ai tourné les slides. Donc là, simplement, je voulais rappeler donc, que la Commission nationale du débat public a 25 ans, effectivement, que c'est une autorité donc, qui dépend de l'État, mais que les membres sont nommés pour 5 ans et ne peuvent pas être révoqués. Et donc, les décisions qu'elle est amenée à prendre, les positions ne sont pas soumises à la pression du gouvernement, de l'État. Et donc, son objectif, c'est de garantir un droit individuel de chaque citoyen qui a le droit donc, d'être informé qui touchent les projets ou les plans-programmes, donc les politiques publiques, qui ont un impact sur l'environnement. Donc ces missions, elles ne sont pas complètement inconnues de vous tous, puisqu'en fait, elles émanent, c'est une concrétisation de droits internationaux. On peut citer la Convention d'Aarhus, qui, dans le domaine de l'environnement, puisque les textes qui prévoient la Commission nationale des débats publics sont créés dans les lois environnementales en France, mais ça vient de concepts internationaux comme la Convention d'Aarhus, de la Convention de Rio en 1992, et on a également dans les directives européennes sur l'environnement l'obligation d'associer le public aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Alors la différence en France, c'est que nous tous en Europe, tous les pays ont des processus de participation du public au moment où les décisions administratives qui autorisent en général les projets sont prises. Ces processus, ils sont en général assez tardifs, sur des stades assez aboutis administratifs soient donnés. Donc, quelque part, les projets ne peuvent plus beaucoup évoluer à ce stade. En théorie, la décision n'est pas prise, donc on peut même remettre en cause complètement le projet, l'abandonner. Mais dans les faits, c'est vrai que les marges de discussion sont limitées. Donc, en France, la différence par rapport à tout ce que les pays européens ont, c'est cette institution de la Commission nationale du débat public qui va conduire des processus plus en amont, plus tôt sur les projets, au moment même où ils sont en train de naître, pour questionner plus facilement la question de l'opportunité des projets. Donc, la législation française a prévu donc, que les gros projets soient obligatoirement fassent obligatoirement l'objet d'une participation encadrée par la Commission nationale du débat public, mais les projets de taille moyenne ou petite peuvent volontairement demander cette concertation à la CNDP. Donc tous les projets ne sont pas dans ce champ. Obligatoires dont je parlais, elles touchent tout le monde, mais elles sont très tardives. La CNDP agit que sur certains projets et plus en amont. Le droit, il est très fort, puisqu'en France, là c'est aussi une spécificité, l'obligation et le droit de chaque citoyen à participer au débat et à avoir les informations quand il s'agit de projets qui ont un impact sur l'environnement, c'est inscrit dans la Constitution. C'est un article qui a été mis au niveau constitutionnel, donc c'est très fort. Et donc la Commission, du coup, elle est dans le champ où elle peut intervenir très en amont sur les projets.
qui ont un impact sur l'environnement. À quoi sert ce droit? Je dirais donc d'abord à débattre de l'opportunité des projets, puisque comme on intervient très en amont, avant que les démarches d'autorisation soient faites, les choses le projet est encore en train d'évoluer. La commission a pour objectif de faire débattre le public sur les conditions de réalisation du projet, c'est-à-dire comment on va le réaliser concrètement. Et troisième aspect, dans le champ environnemental, c'est également, comme la commission intervient très en amont, c'est également un bon moment pour interroger sur les impacts environnementaux, comment ils peuvent être tout simplement évités, ou s'ils ne peuvent pas être évités, réduits, voire compensés. Et puis, la commission a des processus pour, une fois que la concertation préalable, un stade très, très initial est faite, pour pouvoir continuer à animer des processus d'autorisation administrative, où là, on va retrouver des processus connus dans tous les pays de participation du public. Les principes, je vais vous les décliner rapidement, c'est ma dernière diapositive, je crois. Je vais vous les décliner rapidement parce que ça donne un peu le principe. On va retrouver des choses qui ont déjà été dites, notamment par Antoine Vergne, sur les principes qu'utilise la CNDP quand elle conduit des participations du public. C'est bien sûr l'indépendance, puisque la CNDP, mini-public, et confiance dans l'institution qui organise ces débats et confiance dans les décideurs. Et donc, l'indépendance de la CNDP permet effectivement d'afficher que nous n'avons pas de parti pris ni pour des associations environnementales, ni pour des porteurs de projets. Et nous nommons à chaque fois des tiers neutres qui vont veiller à ce que toute l'information, le plus possible d'informations, soit débattue, soit mise à disposition du public, et pour que les processus. Et là où partout nous intervenons, nous rédigeons à notre main un bilan de la façon dont s'est déroulée la participation et de toutes les remarques et propositions du public. Nous sommes neutres donc à l'égard du projet, hein, on ne donne pas d'avis sur le projet pour dire s'il est bon ou pas bon, on prend les observations du public, on est transparent sur tout ce qu'on fait, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de courriers, d'échanges, etc. qui sont mis en ligne sur notre site quand on suit un dossier. Et on croit également qu'il est très important pour débattre de le faire parfois qui sont des votes, des choses comme ça. Nous, on essaye de l'éviter là où on intervient et on va chercher des arguments. On demande au public d'exprimer des arguments sur ses positions et c'est ça qui permet d'enclencher le débat. On va être très vigilant, cinquièmement, sur les questions d'égalité de traitement, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui parle, elle est entendue de la même façon, que ce soit un porteur de projet, un élu local, ou bien effectivement quelqu'un qui sera plutôt... on fait très attention, comme ça a déjà été dit, au principe d'inclusion, c'est-à-dire à aller chercher la parole de personnes qui sont loin du débat. Donc voilà, je vais arrêter ce partage d'écran. Et ce que je voulais vous dire plus spécifiquement sur les processus délibératifs, c'est que la commission, donc, en 25 ans, vous avez compris qu'on ne voyait pas tous les projets, donc on a vu à peu près 500 projets. On a conduit un certain nombre de processus délibératifs en mini-public. C'est-à-dire qu'on voit qu'actuellement, et surtout en France, avec la Convention citoyenne sur le climat, suite à la crise des Gilets jaunes, donc l'opposition sur la transition énergétique, il y a un fort engouement pour ce type de modalité. Donc, nous, on l'a fait sur des groupes qui vont d'une dizaine de personnes jusqu'à 400 personnes sur les politiques énergétiques, par exemple. On l'a fait sur des sujets compliqués, comme la consultation du public sur le projet de politique agricole commune, donc il y a quand même quelque chose d'assez technocratique. Et en fait, pour débattre de sujets qui sont techniques, complexes, dans la mesure où, sur ce mini-public, on prend le temps de faire de la formation, de choisir des experts qui sont acceptés ou réfutés par le public, mais donc le public va être formé et avoir donc une connaissance plus poussée qu'avant. Bien sûr, on veille à un tirage au sort et une représentation du public par rapport à la société pour avoir la diversité des opinions. Et on a un processus délibératif entre
de travail pour écrire la délibération citoyenne. C'est un outil donc, qui nous paraît également intéressant au moment où il y a beaucoup de conflits, parce que sur les débats publics, le conflit parfois peut générer des obstructions, l'absence de dialogue, des blocages, hein, des assemblées qui sont bouchées, voilà, des manifestations qui empêchent le débat. Bon, c'est ce qui n'est pas le cas avec les processus délibératifs. Moi, je voulais juste, on en a dit, la CNDP partage tout le bien de ces outils. Donc, je le souligne, mais je voulais faire un petit pas de côté par rapport à ce qui a été dit pour dire justement les compléments que la CNDP voit nécessaire d'apporter à ces dispositifs quand ils sont mis en route, justement parce que la CNDP et d'autres, hein, mais sont très vigilants à ce qu'on ait des dispositifs qui soient quand même participatifs et très largement inclusifs. Et en fait, donc ce qu'on constate, c'est que la logique délibérative de on a dit qu'il y avait une diversité cognitive qui était intéressante et qui était prise en compte par le fait qu'il y ait un panel qui allait chercher des gens différents, avec la rémunération qui va aider à faire en sorte que tout le monde participe, quel que soit son bagage socio-économique ou socio-culturel. Malgré tout, on n'est pas dans une ouverture tout public. Et donc, par rapport à la CNDP, c'est vrai que l'association, et comme on veut tous les arguments, on cherche souvent, nous, pas à faire de la... On propose que ces processus, en général, marchent de concert avec d'autres outils qui vont apporter plus de diversité. Et donc, on les a fait, nous, fonctionner en les inscrivant dans un dispositif plus large de site Internet ou de réunions publiques ou d'événements élargis pour contrecarrer le biais qu'a malgré tout le fait que le panel, même s'il est transparent, ne constitue qu'un échantillon de la population. Donc, et puis peut-être de rendre compte à la fois d'un dispositif délibératif, mais aussi de rendre compte des consensus et des dissensus. Donc, c'est apporter un complément. On a un processus délibératif, il est fait pour ça, et ça a été dit, qu'est-ce que je veux, j'ai besoin d'un processus délibératif. Voilà, n'oublions pas que quand on a une décision à prendre, la richesse d'avoir aussi les consensus et les dissensus. Voilà, donc la façon dont on a mixé ces dispositifs, on a pu faire travailler des conventions citoyennes, des processus délibératifs restreints, également les faire travailler sur les propositions proposées par par des panels par des propositions récoltées sur des plateformes Internet, donc ouvertes à tous les publics. Ou réciproquement, on a pu faire travailler d'abord le panel pour faire des propositions qui ont été ensuite mises en ligne pour voilà. Quand on en revient, quelques préconisations pour finir sur la méthode des processus délibératifs. C'est peut-être une évidence pour ceux qui nous écoutent, mais effectivement, il est très important parce qu'on constate des fois quand on travaille avec les porteurs de projets qui n'y ont pas pensé, qu'il est très important dès le début de clarifier les objectifs du dispositif, à quoi il va servir, comment est fait le lien à la décision, puisque ce qui crée beaucoup de confiance, bien sûr, c'est d'afficher. On n'est pas obligé de prendre tout ce qui a été dit, mais il faut au minimum, du point de vue de la CNDP, qu'il argumente précisément et point par point sur sa position sur tout ce qui a été dit. Donc, premier point, c'est clarifier les objectifs du dispositif, peut-être concevoir un comité de pilotage, structurer précisément un comité de pilotage de ce dispositif, dans lesquels on pourrait d'ailleurs inclure des citoyens. On voit parfois que c'est que les élus qui sont au comité de pilotage, ou des élus et quelques experts. Les citoyens du panel pourraient également intégrer, nous on propose qu'ils intègrent ce comité de pilotage. Puis on propose également qu'il y ait un comité de suivi des décisions prises une fois que le comité et le panel a fini son travail. C'est-à-dire pour mettre de la pression un peu du côté du décideur public. Et ce comité multi-acteurs de suivi du travail des mini-publics pourrait également être constitué de quelques personnes qui ont travaillé, des citoyens qui ont travaillé à la constitution de l'avis délibératif.
Voilà, il est important également de bien prévoir une animation, ça c'est donc de maintenir une certaine qualité au dispositif. Et puis, voilà, je l'ai un peu dit, c'est bien sûr de bien donner suite et de répondre à l'ensemble des propositions du mini-public. La position de la CNDP, ce n'est pas forcément donc, de les prendre en compte toutes, mais c'est d'argumenter sur pourquoi elles ont été refusées quand elles l'ont été. Voilà, je vais m'arrêter ici. Patrick, thank you so much of how well-structured deliberation process should take place on these large infrastructure projects and very technical issues. And you demonstrated very well that people are perfectly capable with working on those highly complicated, sometimes even technical issues in a deliberative manner if the whole process is structured in. Are very much running out of time. We will finish this event in 3 minutes. I just wanted to ask to participants a yes or no kind of question. All three of you, Patrick, Lorraine, and Antoine. Do you believe that the future of of democracy is in deliberate? Est-ce que vous croyez au futur de la démocratie délibérée et intentionnelle? Est-ce que vous allez trouver des citoyens de manière aléatoire pour discuter de problématiques majeures dans une société? Je comprends très bien que c'est une question très difficile à répondre. Puisqu'on est pressé par le temps, je vais vous demander de le faire. Donc, je vais commencer d'abord par Lorraine. Est-ce que vous pensez que le futur de la démocratie est dans la délibération? C'est tout à fait quelque chose de très important à considérer. C'est bien sûr un pas très important que solutions et des préconisations pour leurs problématiques. Je pense que oui, pour deux raisons principales. D'abord, parce que nous avons pu justement justement plus de 6 ans d'expérience dans ce domaine-là. Nous savons très bien que c'est beaucoup plus connu et même choisi. Et il y a il y a aussi des résultats qui nous permettent de comprendre qu'il y a des conceptions institutionnelles. Donc, c'est intéressant pour moi de pouvoir voir de lutte de la part de la part des différentes parties prenantes pour être présentes dans ce qui est important. Je pense que oui. Donc, la question, encore une fois, ici, quelle serait la rapidité et la vitesse par exemple, dans le Parlement du Royaume-Uni, ça peut prendre peut-être plus de 50 ans, mais moins. Et la question ici, encore répondre à des questions dans des sociétés compliquées et que s'ils sont bien sûr bien placés pour travailler sur ces thématiques. Merci beaucoup pour votre, surtout je vous remercie pour votre croyance dans la démocratie. C'est un instrument très important à utiliser parce que il y a beaucoup d'intérêt à sont inclus. Et comme vous l'avez compris, là avec plusieurs autres instruments pour s'assurer qu'il n'y a pas cas court dans la manière avec laquelle nous écoutons et nous recevons des observations. Encore une fois, merci beaucoup pour votre expertise, surtout de participer plutôt à ce événement. Donc, je vais vous rappeler, Véronique, que l'ambassade du Royaume-Uni. Merci pour vos informations. L'enregistrement de cet événement-là va être disponible sur le site web. J'espère qu'après cet événement, nous allons être en mesure de trouver plus d'autres discussions
conclusion de discussion. Donc, encore une fois, merci beaucoup et nous allons faire tout de suite. Merci beaucoup.